Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc on va passer maintenant à la loi de Faraday. Alors, les premières observations quantitatives liant des champs électriques et magnétiques dépendant du temps furent réalisées par Faraday en 1830. Étudiant des circuits placés dans des champs magnétiques temporellement variables, Faraday remarqua que des courants transitoires apparaissaient dans les circuits dans un circuit. Alors, petit a, quand on allume ou éteint le courant circulant dans un circuit adjacent. B, quand on déplace relativement au premier circuit le circuit adjacent parcouru par un courant. Et C, quand on introduit un aimant dans le circuit ou quand on le fait sortir. Un courant n'apparaît que s'il y a une variation de courant dans le circuit adjacent ou aussi il y a un mouvement relatif des circuits. Faraday attribua le courant transitoire à une variation du flux magnétique traversant le circuit. La circulation de ce champ, désignée par epsilon, s'appelle la force électromotrice. Sur ce nom, il est intéressant de voir d'ailleurs un petit bout d'histoire. Faraday, contrairement à la plupart des scientifiques, n'était pas un scientifique au départ. Il n'avait pas de formation universitaire. Il travaillait dans un atelier pour un patron, mais il était fasciné par tout ce qui concernait l'électricité et le magnétisme qui se développaient beaucoup à l'époque. Et donc, il étudia cela par lui-même, dans son temps libre, avec des circuits, des ampoules, tout ce qui peut permettre de faire des expériences d'électricité et de magnétisme. Et s'il n'avait pas de connaissances scientifiques de base, il avait quand même une très bonne culture, il s'était beaucoup renseigné sur les travaux, et s'il n'avait pas de connaissances mathématiques, il était par contre un expérimentateur de génie et d'une très grande précision et d'une très grande méticulosité, qui sont des qualités indispensables pour un expérimentateur. Et pour décrire les phénomènes qu'on parle ici, comme la notion de variation de flux magnétique, etc., il a introduit le concept de tube de force, et qui est un peu l'ancêtre de la notion de champ, qui est maintenant courante et que j'ai employée à propos de tous les travaux de ces grands savants, alors que c'est plutôt anachronique. Il publia ses travaux, fit des expériences en public, qui fascinaient beaucoup le public à l'époque, encore maintenant, quand on pense au Palais de la Découverte, par exemple. Mais il n'a jamais réussi à intéresser le monde académique, les scientifiques à proprement parler, parce que justement, il n'avait pas de formation universitaire, il n'était pas du tout introduit dans ces milieux. Ce n'est que beaucoup plus tard, une trentaine d'années environ, que Maxwell s'intéressa aux travaux de Faraday, comprenant qu'il avait réussi à établir les lois qui relient les champs électriques et les champs magnétiques, ou plutôt les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques. Et lui étant très bon mathématicien, s'attacha à en obtenir une formulation mathématique complète. C'est à cette occasion-là qu'il fit plusieurs découvertes, par exemple, comme la découverte que il fallait ajouter aux équations un courant de déplacement, on en reparlera. Et il découvrit aussi que ces équations admettaient des solutions ondulatoires se déplaçant à 300 000 km par seconde, et donc la vitesse de la lumière. Mais à l'époque, on soupçonnait que la lumière était de nature électrique ou magnétique, et donc lui dit c'est une onde électromagnétique, ce qui fut confirmé peu de temps après. Et Maxwell publia ses travaux, ses équations,
on devrait plutôt dire des équations divisibles, parce que les équations de Maxwell étaient très compliquées, et elles ont été améliorées, nettoyées par Heaviside plus tard. Et il publia ça sur une théorie, un gros bouquin, théorie du champ électromagnétique, et sous-titré, basé sur la théorie des tubes de force de Faraday. Il envoya un exemplaire à Faraday, et, qui était beaucoup plus âgé, qui travaillait toujours dans l'atelier avec son patron. Et on dit que lorsqu'il a reçu ce livre, en voyant son nom cité, il s'est mis à pleurer. En tout état de cause, il avait inventé ce concept de tube de force, les forces produites par les champs électriques et électromagnétiques, d'où le nom de force électromotrice, qui porte bien son nom puisque la loi de Faraday est vraiment la base, la clé du fonctionnement des moteurs électriques, des dynamos, des alternateurs, des transformateurs. Donc on peut vraiment parler de force électromotrice. Donc voilà pour la petite histoire. Donc, la circulation du champ électrique est engendrée sur le circuit, est notée donc grand epsilon, et s'appelle la force électromotrice. Et en vertu de la loi d'Ohm, cette force électromotrice génère un courant. Alors exprimons maintenant quantitativement, en langage moderne, les observations de Faraday. Donc on a un circuit C, une surface S, un petit élément de surface, et on peut aussi noter un petit élément de longueur, et on a un champ B. Champ B variable. On quitte à strictement parler un magnétostatique puisqu'on a un champ magnétique variable. Donc on a le circuit C qui délimite une surface ouverte S de normale unité M. Alors soit B l'induction magnétique au voisinage du circuit, le flux magnétique traversant ce circuit est défini par F égale l'intégrale sur la surface de B fois N d sigma. La force électromotrice le long du circuit est obtenue par la circulation, donc epsilon égale intégrale circulaire sur le contour C de E'(dl). Où E' est le champ électrique qui est attaché à l'élément dl du circuit C. Les observations de Faraday sont alors résumées par la loi mathématique suivante. Epsilon égale moins k df sur dt. La force électromotrice, la force électromotrice induite le long du circuit est proportionnelle à la dérivée par rapport au temps du flux magnétique. Flux magnétique qui traverse le circuit. Le signe moins est justifié d'abord par l'observation, mais aussi par la loi de Lenz, selon laquelle le courant induit, et donc le flux magnétique qui est généré par ce courant, a une orientation telle
qu'il s'oppose à la variation du flux à travers le circuit. La constante de proportionnalité K dépend des unités choisies pour exprimer les grandeurs électriques et magnétiques. Elle n'est pas, comme on pourrait le penser a priori, une constante empirique indépendante d'autres grandeurs qui seraient à déterminer expérimentalement. Nous allons bientôt le voir, très vite. Une fois choisies les unités et les dimensions, dans le théorème d'Ampère, la valeur et la dimension de K découlent de l'hypothèse d'invariance galiléenne de la loi de Faraday. Nous allons vite y revenir. Dans le système SI, dans le système international, K est égal à 1, et dans le système de Gauss, K est égal à C exposant moins 1 sur C, bon, où C est la vitesse de la lumière. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.